Bonjour et bienvenue à tout le monde qui nous rejoint. Nous allons commencer dans quelques minutes. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Je suis Liz Colway. Je suis la responsable de l'organisation des séances d'immunité de la communauté Boost. Je voudrais accueillir tout le monde de la communauté Boost et de l'OMS pour les bourses concernant la récupération après le Covid des programmes de vaccination. Avant de commencer, je voudrais expliquer un peu la logistique de la séance. Si vous préférez écouter la séance en français, nous vous encourageons de sélectionner le bouton Interprétation en bas de votre écran. Vous allez voir un petit icône de globe. Il y a aussi des instructions sur l'écran qui ont également été postées dans le groupe. Vous pouvez accéder à travers votre ordinateur ou votre smartphone, tablette. Pendant la séance, vous pouvez engager avec vos collègues à travers la boîte de chat. Nous vous demandons d'utiliser ce forum pour demander et poser vos questions pendant la séance. Pendant la partie questions et réponses de notre séance, vous pouvez vous lever la main en utilisant l'icône en bas de l'écran pour poser votre question en live. Nous vous demandons de mettre votre nom, nom de famille et le pays dont vous provenez, que vous représentez, aussi dans le nom euh, présent sur Zoom pour pouvoir enregistrer votre présence. Pour accéder aux ressources de chaque séance que nous avons pu euh, animer jusqu'ici, nous avons mis en place les documents, les enregistrements, les PowerPoint qui vont être téléchargés en anglais et français dès que disponibles. Nous allons aussi pouvoir vous envoyer aux participants enregistrés par mail, ainsi que les personnes dans le groupe Telegram. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail à info.boostcommunity.org. Aujourd'hui, j'ai des présentateurs, Carolina Danovaro, qui est épidémiologue médicale, et Yann Grevendock, qui est cadre technique, qui travaille dans l'équipe d'analyse et d'apprentissage sur la vaccination. Aujourd'hui, nous allons regarder le cadre, le gabarit euh, de immunisation. Nous allons regarder les leçons apprises des séances précédentes et d'aujourd'hui pour utiliser les données de vaccination pour application dans des activités réelles. Maintenant, je vais donner la parole à Laura pour vous expliquer le gabarit. Bonjour, je voudrais juste expliquer un peu notre gabarit rapidement. La dernière fois, nous avons parlé des différentes domaines. Domaine A, développement d'un propos pour implémentation, et domaine B, développer une étude de cas pour publication. Nous allons nous concentrer sur le domaine A. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voudriez faire, il faut considérer
où vous en êtes à votre niveau du pays, ce qui est le plus facile à implémenter à ce niveau. Alors, c'est très important d'avoir l'approbation de votre hiérarchie pour pouvoir vraiment faire ce travail parce que nous voudrions voir des vraies applications de récupération des programmes de vaccination. J'ai juste un résumé de ce que ressemble le gabarit qui va être disponible en anglais et en français. Ce n'est pas très long comme gabarit, juste 4 pages. Et prochaine diapositive. Euh, c'est divisé en 6 parties. Vous êtes encouragé de lire chaque partie avec des lignes directrices. Nous voudrions aussi soutenir chaque partie avec des données, des ressources. Alors pensez à quelles données quantitatives que vous avez pour justifier le pourquoi de l'implémentation du projet d'étude de cas ou le propos du gabarit. Alors, nous attendons que votre propos, votre soumission de demande soit entre 1000 et 2000 mots, alors pas très lent, et va être analysé et évalué par notre équipe. Après l'évaluation, ça va être révisé pour voir si ça s'intègre dans la récupération des programmes vaccinal après le COVID-19. Et puis, nous allons intégrer votre étude de cas dans un rapport. À la fin de l'année, vous allez avoir, nous allons vous accompagner avec des experts qui eux-mêmes ont déjà facilité des séances d'engagement en direct. Et dès que vous avez fait votre rapport final, ça va être reformaté et publié sur le site web de OMS ou dans un journal révisé et analysé par des collègues. Alors, regardez chaque partie, lisez-les et vous pouvez commencer à en travailler pendant les semaines à venir. À vous, Liz. Très bien, merci beaucoup, Laura. Prochaine diapo. Alors, merci à tout le monde qui a posté dans le forum du groupe d'apprentissage sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour atteindre et pleinement vacciner les enfants. Nous avons montré quelques réponses soulignées. Je ne vais pas les lire tous, mais je vous encourage d'aller dans le forum pour lire les réponses de vos collègues, mais aussi poster vous-même vos réponses. Nous avons parlé de l'engagement des acteurs pour pouvoir vacciner les enfants à 0 dose et de pouvoir prioriser et identifier des populations clés. Encore dans ce groupe d'apprentissage, vous pouvez poster dans le forum, mais il y a aussi des ressources disponibles dans 2 langues. Nous vous encourageons à visiter ce site après notre séance d'aujourd'hui. Avec cela, je vais donner la parole à Samir pour faire un résumé de la séance de la semaine dernière. Merci Liz. Prochaine diapo. Alors la semaine dernière, nous avons discuté quelques concepts. D'abord, c'était des enfants de 0 dose. C'est des enfants qui n'ont jamais reçu des vaccins en routine et les communautés de 0 dose. Ça veut dire des communautés avec une haute proportion de la population qui a des enfants à 0 dose. C'est un nouveau terme, pas un nouveau concept. C'est comme le concept de communauté manquée ou ratée. Alors, quelque chose que je voulais souligner, c'était de pleinement vacciner des enfants à 0 dose en termes de soins de santé primaires ou soins de santé en routine. Ça va être la priorité de notre agenda et nous allons essayer de surveiller si les populations 0 dose augmentent, s'accroît ou se diminue et nous avons l'objectif de vacciner ces enfants. Nous avons parlé de pourquoi c'est important de se concentrer sur cette communauté ou ces enfants. Nous avons dit que c'est important pour la récupération après le Covid parce que nous avons vu, depuis les 2 dernières années de la pandémie, nous avons vu des enfants qui ont eu accès à, pas du tout accès
au programme vaccinal. Nous avons parlé de l'équité qui est très important pour notre agenda et nos objectifs parce que ces enfants ont tendance à être regroupés dans des zones rurales, dans des villes, des régions en pauvreté qui ont un impact sur l'accès aux vaccins et la possibilité de vacciner ces enfants. Nous avons parlé de comment l'objectif de concentrer sur des enfants à 0 dose est très important pour les soins de santé parce que ces enfants manquent souvent beaucoup d'autres services en soins de santé. Et nous avons parlé de la sécurité de santé, comment ces populations sont déjà susceptibles à avoir des étendues de pandémies et épidémies et que ça met à risque la population en général. Finalement, nous avons parlé de où vous pouvez trouver des ressources techniques pour mettre en place, pour travailler sur cet agenda. Nous avons parlé du cadre de recherche, d'identifier, rechercher, mesurer, surveiller et plaidoyer. Ce cadre a n'était pas complètement à jour, mais nous avons mis à jour les liens du site web dont vous pouvez profiter pleinement maintenant. Et nous vous invitons à rejoindre la communauté. C'est un forum en ligne où vous pouvez engager dans des conversations avec des autres communautés qui sont en train de se mettre face à des difficultés aussi avec les objectifs de vacciner les communautés à 0 dose. C'est tout de mon côté, Liz. Très bien, merci beaucoup, Samir. Prochaine diapo. Avec cela, je vais donner la parole à nos animateurs de la séance. Merci à Samir et Lise. Pendant cette séance, nous allons parler de comment utiliser les données pour agir. Alors, comment l'utiliser dans cette situation de récupération depuis l'impact de la pandémie? Alors, la présentation va commencer à parler avec de l'état du vaccination et comment la pandémie a eu un impact sur les vaccinations en routine et aussi quelles données et informations vous pouvez utiliser pour vous guider pendant cette récupération et les leçons que nous avons apprises depuis le Covid et comment mettre en place une bonne surveillance. D'abord, l'effet de l'impact du Covid. Nous avons des informations un peu vieux du décembre 2020, mais des nouvelles données vont être publiées le 15 juillet. Vous allez avoir une mise à jour de cette diapositive, mais voilà, cette présentation est arrivée un peu tôt. D'abord, c'était quoi l'impact de la pandémie? Vous allez voir la couverture est descendu, mais pas de manière spectaculaire. C'était de 86 à 83%. Mais d'un autre point de vue, si vous regardez les enfants qui sont laissés sans protection, c'est presque 22 millions d'enfants qui sont non vaccinés. Et si vous regardez l'angle pour les enfants à 0 dose, vous voyez que en fait, ça s'est augmenté de manière impressionnante parce que nous étions en train de faire très très bien avec les enfants de 0 dose. Nous étions à 14 millions qui étaient non vaccinés et notre objectif, c'est de réduire ce nombre d'enfants qui sont mis de côté. Mais maintenant, l'année dernière, ou il y a 2 ans, par rapport à la pandémie, au lieu d'augmenter, de faire descendre ce numéro, ça s'est augmenté. Alors ça représente une grande impact. Et depuis les données, il n'y a pas vraiment une service étendu. Nous ne pouvons pas vraiment être sûrs de l'impact. Nous pensons que c'est un peu sous-estimé en termes d'impact. Juste pour vous en parler en plus de détails,
ce que veut dire cette ligne? Cette ligne, c'est le résultat de 90 États membres qui ont partagé des données mensuelles depuis leur pays et, du DTP3 pour ce vaccin. Vous voyez quand par rapport aux quarantaines, nous avons vu une baisse importante pendant que les gens restaient à la maison et nous avons aussi fermé des centres de soins de santé et ça a eu un grand impact. Mais vous voyez que aussi, après, ça s'est amélioré un peu jusqu'à cette année où vous voyez encore que cette tendance la base en fait des nombres de doses données des vaccins donnés chaque année a commencé à réduire en avril sans quarantaine. Alors nous pensons que c'est un résultat du vaccination contre le Covid-19 parce que dans certains pays, nous voyons que c'est très bien d'avoir les vaccinations contre le Covid-19, mais il faut avoir des ressources et les vaccinateurs, les personnes à donner des vaccinés. Alors c'est une charge sur le système de soins de santé qui a un effet et un impact sur des autres interventions. Ce sont des données prévisionnelles, mais nous n'attendons pas que la situation améliore en 2021. Notre meilleur en 2022, pardon, notre meilleure attente est que en 2022 va être aussi mauvais que 2021 si ce ne serait pas pire. Vous pouvez dire aussi qu'avec les écarts d'immunité ont souffert et beaucoup des SIA ont été annulés et ça a été refait. Mais vous voyez que ça va se montrer dans des contaminations des autres maladies. Mais en 2020, mais nous n'avons pas vu en fait cette tendance. Vous voyez que au début de l'épidémie, les cas se sont baissés. C'était peut-être parce que le recueil de données ne travaillait même pas bien, ou c'était aussi que il y avait peu de gens qui circulaient, ce qui voulait dire que les maladies telles que la rougeole s'est baissé en termes de circulation. Mais nous avons vu en 2021 que ça s'est augmenté. Nous voyons des épidémies qui s'étendent et c'est beaucoup en comparaison avec ce que vous voyez en 2019. C'est pas beaucoup en comparaison avec 2019-2018, mais c'est beaucoup en comparaison avec 2021. Et nous nous demandons est-ce que c'est par rapport à une augmentation de surveillance ou vraiment une manque de vaccination et d'immunité. La même chose pour le polio, ce qui allait dans la bonne direction. Mais nous avons vu, il y avait 4 cas dans les 6 derniers mois et des épidémies qui circulent. C'est un polio en fait qui a commencé à circuler seulement dans des endroits où il y a pas beaucoup de couverture vaccinale et c'est en train de circuler dans le nord de Nigérie, en Yémen. Alors, les pays dans des Yann, situations difficiles, même avant le Covid. Yann? Yann, Oui, oui. Oui, Alex. sorry, Yann. Désolé, Yann. Mais It il me seems that semble people que can't see the slides. les personnes, il y a des gens qui peuvent pas voir les diapositives. Moi, je peux le voir, mais c'est pas moi qui les contrôle. Moi, je peux les voir aussi. It seems like there's a lot of people who can't see Il the me semble slides. qu'il y a Like if you beaucoup look de into personnes. the discussion in the chat Il box, y a une lots of people are discussion saying dans that le slides are chat. Il not y a beaucoup de available, personnes not visible. qui n'ont pas des diapos. Des fois avec Zoom, des fois ça arrive plus tard. Est-ce que vous pouvez aller vers la prochaine diapositive? Ils disent euh, euh, ils sont restés sur la diapositive 19. Moi, je suis déjà sur la diapositive 22. Peut-être, oui, si on arrête de partager et repartager l'écran. Ok, peut-être vous pouvez aller en arrière, reculer, et encore reculer. Est-ce que vous voyez le changement dans les diapositives?
Oui, oui, il paraît que ça fonctionne maintenant. OK, désolé. OK. Il y avait juste une diapositive ratée, c'était par rapport à la rougeole. L'épidémie de la rougeole, nous avons vu qu'en 2020, soudainement, les cas de rougeole ont disparu, mais nous ne savons pas si c'est par rapport à la surveillance qui a diminué ou une manque de circulation par rapport à la quarantaine. Et nous voyons en 2020 une augmentation de l'épidémie de la rougeole. Prochaine diapo. Et voilà, c'est la même situation pour polio, où nous avions eu un contrôle. Nous avons cru qu'il y avait un contrôle sur le polio, mais nous voyons une émergence dans des pays endémiques avec peu de couverture vaccinale. Et je pense que ce sont les deux diapos que vous n'avez pas vus. Et maintenant, nous avons un petit sondage pour vous demander par rapport à l'impact de la pandémie. Est-ce que vous pensez que dans votre pays, dans votre cadre, contexte, est-ce que la vaccination en routine s'est redémarré depuis la pandémie dans votre pays? Nous avons vu que c'est resté bas en 2021. Est-ce que vous pensez que ça s'est redémarré les services en routine, en soins de santé au public, ont récupéré pleinement depuis la pandémie ou pas? Ou vous ne savez pas? Je vais juste vous laisser un petit peu plus de temps. Alors, à peu près 60 personnes ont répondu. Ah non, en fait, ok, c'est à peu près moitié-moitié. Il y a un peu plus de personnes, plus que 50% qui ont dit que leur pays n'a pas pleinement redémarré les vaccinations en routine. Bah voilà. Et je pense que ce que nous voyons, c'est à peu près 50-50. Il y a quelques pays où vous êtes récupérés et des autres pays où ce n'est pas le cas. Prochaine question, c'est est-ce que la vaccination contre le COVID-19 a eu un impact sur la capacité de votre système de santé? Parce que vous avez les effectifs, les établissements, chaînes d'approvisionnement et ressources financières. Alors la question est, est-ce que cette utilisation et mobilisation du système de santé pour la vaccination contre le COVID-19, est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif sur la vaccination en routine? Nous avons les résultats déjà pour la deuxième question. 63% ont dit négativement et 29% ont répondu positivement et 6% pas d'impact. Et nous voyons aussi encore la dernière question était relative à la demande. Est-ce que nous est-ce que la vaccination du Covid-19 contre le Covid-19 a eu un effet sur la demande pour des autres vaccins de manière positive, de manière négative, ou pas d'impact, ou vous savez pas? Et nous voyons que ça a eu un impact positif, mais les autres, un impact négatif. Mais c'est un bon point dont il faut souligner. Et il faut surveiller. Nous savons qu'avec la vaccination contre le Covid, que la vaccination est devenue un choix euh, un choix éclairé. Et il y avait des différences d'avis parce qu'avant, il n'y avait pas de questions. Les gens, ils acceptaient les bénéfices de vaccination. Ils venaient avec leurs enfants direct aux établissements de santé. Mais maintenant, ça a changé. Il y a beaucoup de différences de point de vue par rapport aux avis sur la vaccination en général, ce qui s'est déclenché avec la vaccination contre le Covid-19. Et puis ici, je pense que nous allons revenir vers cette question à la fin. Prochaine diapositive. Alors,
C'est juste une image utilisée récemment pour réfléchir sur le fait si vous êtes un gestionnaire des API ou des programmes d'immunisation, quel programme de données pourrait vous aider à guider, à piloter et à naviguer cette récupération de la pandémie? Et vous avez un tableau de bord avec beaucoup de différentes informations, l'inventaire, la demande, la couverture autour des épidémies de pathologies diverses, mais il y a beaucoup d'informations et il faut juste regarder dans le miroir pour aller regarder derrière et voir les chiffres de couverture qui nous aident pas nécessairement et nous aident pas non plus à se piloter, à orienter notre programme. Alors, nous allons parler de quelles données pourraient vous aider et comment les obtenir. Alors, nous avons mis en place cette boîte pour parler des différents niveaux de données. Et vous voyez qu'il y a un flux relatif aux causes. Il faut de l'argent, il faut les vaccins, il faut des ressources humaines, il faut l'infrastructure, il faut tout ces données d'entrée avant de pouvoir mettre en place un programme qui marche. Et puis, il faut commencer à travailler, à penser au processus et aux résultats, à la chaîne d'approvisionnement, que les séances soient organisées au micro-planning. Il faut s'assurer que les gens sont éclairés, qui peuvent venir aux séances d'information. Et si tout est mis en place, nous pouvons attendre à certains résultats comme une grande couverture vaccinale. Et à la fin, nous espérons de voir que les flambées des pathologies qui peuvent être vaccinées en descente. Mais et là, nous voyons l'impact à la fin. Mais pourquoi je dis ça? Parce que les résultats, la couverture, c'est la seule chose dont nous nous concentrons. Et souvent, la couverture, c'est la partie la plus problématique de notre tableau de bord que nous utilisons, que nous pouvons voir. La raison pour laquelle je soulève ce point, c'est parce que si vous êtes au niveau district et au niveau national, oui, la couverture est très importante, mais les autres éléments dans votre flux de travail sont très importants aussi. Si vous pouvez surveiller l'investissement RH, le soutien et les ressources financières et la disponibilité des vaccins sont très importants. La demande aussi est très importante et il faut mettre en place tous les processus avant de considérer la couverture. C'est pour avoir une meilleure vue, de se dire il y a beaucoup de différents types de données qu'il faut analyser et de faire une sorte d'analyse de cause racine. Alors s'il y a quelque chose ne va pas, par exemple dans les flambées de maladies, qu'est-ce que nous pouvons détecter dans les niveaux précédentes? Est-ce que c'est un problème de disponibilité de vaccins, de ressources financières, par exemple? Alors, je vais juste résumer rapidement cette diapositive pour que vous sachiez comment les groupes recueillent des données de vaccination. Il y a un système de rapportage qui peut être tout comme les doses administrées, les vaccins, les types de vaccins utilisés, les enregistrements, les AFI, tout ce qui vient de ce rapport comme un système de gestion d'information qui vous donne de l'information sur ce qui se passe dans votre niveau de service. Au milieu, nous avons le domaine des sondages périodiques, comme vous savez, dans les musées, les maisons d'assurance qualité et aussi des qualités de l'eau et des sondages de comportement et de recherche. Ça peut être basé sur l'établissement aussi, pour aller dans l'établissement pour s'assurer que tout va bien, le EVM, la gestion vaccinale efficace, et puis votre connaissance, les OMV,
Et puis, nous avons la surveillance intégrée que nous pouvons avoir comme données de surveillance, soit à l'intérieur de la communauté ou au niveau national. Et juste pour vous dire aussi que pour les ESSI, un des problématiques que nous avons, même si nous avons des établissements, des services, nous n'avons pas des informations, des données recueillies sur les ressources humaines et le soutien et les ressources financières. Et il faut y penser à la disponibilité de ces ressources et comment recueillir des données là-dessus pour connaître la santé de notre système. Et avec ça, je vais donner la parole à Carolina de vous parler des enregistrements et des autres systèmes. Des répertoires, pardon, et des autres systèmes. Carolina, vous êtes là? Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro de Carolina, s'il vous plaît? Juste 2 secondes. Bonjour à tout le monde. Je ne peux pas ouvrir ma caméra, c'est bloqué, mais j'espère que vous m'entendez. Lise, si vous pouvez reculer une diapo. Attendez, oui. Caroline, vous nous entendez? Ok, très bien. Ok, la vidéo est là. Yann, vous parliez de système de surveillance pour la vaccination, de combien de personnes se font vacciner. Pour la plupart, les pays se dépendent des données agrégées, des fiches de données où nous enregistrons euh, de l'information sur les vaccinations des enfants de différents âges. J'ai vacciné tel nombre avec l'IVCG, tel nombre contre rougeole. Voilà. Alors, nous avons le nombre d'enfants vaccinés dans un établissement ou dans un district. La plupart des pays se dépendent sur ce système où les données sont rentrées dans un ordinateur au niveau du district. Des autres pays ont cette capacité d'entrer les données au niveau de l'établissement, mais c'est seulement des chiffres. Nous ne savons pas si c'est John, Carolina, quelles personnes sont vaccinées. Vous savez juste que c'est à peu près 10 personnes à l'âge de 12 mois. Quelques pays ont commencé à utiliser des répertoires des vaccinations électroniques. Et dans quelques pays, vous avez les deux systèmes. Un système agrégé avec un nombre brut de personnes vaccinées et un système électronique avec un répertoire des personnes vaccinées. Alors, dans les deux cas, idéalement, vous avez au moins une carte qui est donnée à la personne vaccinée pour que la personne ait un document enregistrant la vaccination ou aux parents d'avoir une preuve de vaccination. Et alors, ces répertoires d'immunisation électronique ont été discutés souvent avec la pandémie Covid, contre la pandémie de Covid. Alors, nous avons des personnes au centre de ce répertoire, c'est de savoir l'historique d'un individuel. Il faut pouvoir identifier l'individuel, que ce soit par un numéro de registre national ou le numéro d'un établissement, date de naissance ou quelques combinaisons de numéros. Si j'ai un numéro de registre national, 9 points là là là, nous savons que ça m'identifie moi et que le vaccin que moi je reçois, c'est lié à moi-même. Alors, ces répertoires ont de l'information sur la personne vaccinée et la vaccination. Quel vaccin?
qui a donné, qui a vraiment injecté le vaccin et la date de vaccination. C'est très important parce que de cette manière, vous pouvez savoir à n'importe quel moment le statut vaccinal de chaque personne et c'est beaucoup plus facile d'envoyer des rappels. Des répertoires d'immunisation électronique peuvent être au niveau national ou sous-national. Il peut se faire que seulement les personnes dans le répertoire de sécurité sociale soient dans le répertoire. Ça peut être à 100% en ligne s'il y a des bonnes connexions à l'Internet, ou ça peut être hors ligne où les données sont rentrées sur forme papier et puis téléchargées dans un répertoire électronique plus tard. Et ça peut être que pour les vaccins ou intégré avec des autres interventions de santé comme un dossier médical et ça peut être fourni aux communautés aussi. Alors, ce qui est important sur ces répertoires, c'est d'avoir les données sur la personne et chaque vaccination reçue par la personne. Ce qui est très important sur ces répertoires, c'est que, en outre de pouvoir compter le nombre de doses administrées, mais nous pouvons surveiller la chronologie des vaccinations. Ici, nous voyons des données de la Chine. Vous voyez que avec la ligne séparée, que vous voyez la ligne des enfants qui viennent du province, mais les enfants qui sont dans la ligne solide, ce sont des enfants qui sont migrants, qui ont migré dans cette province. Alors, nous voyons que ça prend un petit peu plus de temps pour vacciner à 100% ces enfants. C'est juste un exemple pour partager des analyses un peu plus étroites que vous pouvez faire avec ces répertoires. Ce qui est une bonne référente parce que vous pouvez voir des enfants qui ont manqué l'occasion de se faire vacciner plus précocement dans leur vie et vous pouvez voir comment la couverture soit atteinte même si c'est plus tard dans la vie. Une autre fonctionnalité caractéristique qui est plus intéressante que nous n'avons pas avec les systèmes agrégés, c'est avec l'attente que les personnes se font vacciner là où ils sont domiciliés, c'est ce que nous pensons, mais nous pouvons aussi voir les enfants qui sont vaccinés dans une région en particulier, ou si nous disons que tous les vaccins qui ont été donnés dans un district sont pour les enfants qui vivent dans ce district. Mais vous voyez en haut, le tableau en haut, que dans les communes de Santiago en Chili, dans des régions urbaines, vous voyez que il y a plus que 300% de couverture, ce qui n'est pas possible. Mais si nous regardons les informations d'où proviennent, d'où sont domiciliées les personnes par rapport à où elles sont vaccinées, nous voyons que les personnes se font vacciner dans une autre commune. C'est une région urbaine qui a une population dense, ce qui veut dire que les personnes bougent beaucoup. Et là où nous voyons que la couverture est plus haute, ce sont des communes ou des provinces qui sont riches. Alors des communes de ressources plus hautes ou par rapport au secteur privé, qui viennent du secteur privé. Alors les répertoires sont très bonnes parce que nous pouvons faire des analyses très étroites de savoir qui a été vacciné quand, de quel type de vaccin, et nous pouvons faire du soutien des décisions, et nous pouvons automatiser des rappels et tout. Mais le problème, c'est le développement et l'implémentation d'un répertoire électronique est très difficile. Les données qui venaient de Chili a été implémentées pour la grippe en 2010. Ça a été implémenté en réponse à la pandémie de la pandémie H1N1 quand ils ont commencé la vaccination contre la grippe saisonnière.
Et puis, ça a été développé et évolué pour un répertoire pour tout le monde. Ça a pris 10 ans, 12 ans. Voilà un exemple d'un bon répertoire qui existe à Sina, en Pakistan. Et ça montre combien de temps ça prend pour avoir un répertoire bien développé. Ce qui est bien, c'est qu'avec des crises comme la pandémie, nous commençons avec ce répertoire et ça peut développer plus vite. Une autre limite, c'est que nous ne savons pas à quel point c'est efficace en termes de coût d'avoir un répertoire parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources pour pleinement implémenter et de soutenir les ressources humaines qui sont en train d'utiliser ce système, de s'assurer que les gens ont de l'aide technique, etc. Alors tout ça prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Et les bénéfices sont en général pas vraiment la couverture, mais la possibilité d'avoir des informations plus détaillées sur des personnes. Et il y a beaucoup de travail et de recherche sur les répertoires et la gestion des répertoires d'immunisation électronique. Et nous pouvons aussi vous partager un rapport de recherche sur l'utilisation des solutions électroniques pour les adapter pour l'utilisation dans la pandémie contre le Covid. Alors, la prochaine méthode que nous avons pour surveiller la couverture en particulier, c'est avec les sondages de couverture vaccinale. Un autre outil, parce que ce ne sont pas des outils parfaits, mais des services de couverture sont normalement sur des enfants entre les âges de 12 à 23 mois, mais peuvent inclure des autres enfants jusqu'aux 35 mois, particulièrement si vous voulez inclure des vaccins sur la rougeole, par exemple. Dans des cas, vous pouvez aller dans les établissements de santé pour chercher des dossiers sur les enfants que vous allez entretenir. Vous pouvez les lier avec des sondages de l'établissement s'ils sont prêts pour avoir des services. Vous pouvez avoir des informations si les enfants se font vacciner dans le secteur privé. Et vous pouvez aussi avoir des raisons pour la non-vaccination. Nous allons en parler en plus de détails plus tard. Vous pouvez aussi avoir des sondages de couverture au niveau du province ou de la commune. Et vous pouvez regarder la chronologie et voir l'occasion manquée de vaccination pour les enfants qui ont, par exemple, non pas eu, ont eu la première, le premier vaccin contre la rougeole, mais pas des vaccins de booster sur des autres maladies. Et vous pouvez avoir des informations sur l'enfant, leur genre, s'ils viennent de régions rurales, urbaines, urbains, voilà. Alors, ce qui est important pour la connaissance, les pratiques et le comportement, c'est de voir les BESD, c'est le comportement qui mène vers la vaccination. Nous avons utilisé un outil de voir qui a été mené par une organisation sous l'OMS où il y a des outils à se lier à un sondage de couverture vaccinale, ce qui est un sondage, un questionnaire pour les parents des enfants sous l'âge de 5 ans, mais aussi pour les acteurs dans la communauté, les autorités. Et vous pouvez utiliser ce même modèle pour surveiller pour surveiller la vaccination contre le Covid-19. Alors, tous ces outils peuvent être accédés à travers ce lien. Prochaine diapo. OK. Ce qui est le meilleur des outils, ces outils, normalement, sont liés aux pensées et les émotions. Comment je me ressens, qu'est-ce que je pense des vaccinations? Est-ce que je suis prêt
à aller se faire vacciner dans un établissement pour mon enfant. Oui, je sais que c'est important, mais peut-être je ferai ça plus tard. Je suis moite-moite. C'est pas seulement comment une personne se ressente, mais aussi quel niveau de motivation est cette personne. Et aussi les normes sociales. Est-ce que ça, c'est quelque chose de normal dans ma société, ma communauté, d'aller se faire vacciner son enfant? Est-ce que c'est quelque chose qui est standardisé dans la communauté? Euh, les, euh, les questions pratiques, est-ce que j'ai l'argent pour aller le faire? Parce que peut-être le vaccin est gratuit, mais c'est le voyage qui me coûte. Et il y a aussi les plages d'âge pour pouvoir diviser les données et comprendre comment ces choses sont différentes par rapport aux différentes personnes dans différentes régions, cultures, situations. Pour les sondages sont pas fréquents. Nous voyons ici les sondages qui ont été faits en vert foncé, qui ont été faits à peu près récemment, et en gris sont des endroits où ces sondages ont été effectués il y a plus de 5 ans. Ici, les sources de données et où ces données sont disponibles. Si vous avez une carte vaccinale, vous êtes chanceuse, mais normalement, ces cartes vaccinales sont très difficiles à transcrire et à interpréter. Vous voyez les choses qui sont écrites avec des stylos un peu étranges, les cartes qui sont très vieilles, mais il faut se dépendre sur les informations écrites. Et si vous allez dans un établissement de santé, il faut chercher dans des livres et des livres et des livres. Si vous avez de la chance, parce que sinon, il faut demander à la mère de l'enfant ou à l'aide-soignant si l'enfant a reçu tous les vaccins. Donné sur la jambe quand le bébé était jeune. Est-ce que vous vous en souvenez? Et elle dit oui, 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 il s'est fait piquer. OK, combien de fois? Et là, normalement, c'est difficile à savoir, de comprendre le statut, vraiment, comment est-ce que je sais vraiment si l'enfant a reçu chaque vaccin? Alors, les méthodes de surveillance de vaccination en routine ont été très difficiles jusqu'ici. Les méthodes routines ont l'avantage d'avoir ces informations à l'accès rapide et il y a des données au niveau local et ça vous aide à savoir est-ce que ça s'améliore si normalement je suis en train de vacciner tel nombre d'enfants, je peux voir rapidement si ce nombre est en baisse. Mais il faut avoir une estimation de combien de personnes vous devriez vacciner. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'erreurs. Ça peut ne pas inclure le secteur privé. Vous pourriez avoir des enfants qui ne viennent pas vraiment de votre région, mais qui viennent dans votre région pour se faire vacciner. Alors, il n'y a pas cette coordination entre où vous vivez et où vous vous faites vacciner. C'est un avantage de la méthode du sondage, c'est d'avoir des informations plus détaillées, c'est de pouvoir comprendre où le vaccin a été donné, que ce soit dans le secteur privé ou public, et ça vous donne l'avantage de regarder la chronologie, mais seulement avec les personnes qui ont une carte avec les dates. Mais ces méthodes sont très chères. Vous êtes en train de regarder ce qui s'est fait dans le passé, les enfants qui ont été vaccinés dans le passé, et il faut se dépendre sur les cartes qui sont de qualité mystérieuse et diverses. Des questionnaires, des fois, sont très longues, et les questions d'immunisation sont à la fin, où la personne qui est en train de le remplir se fatigue. Et aussi, il faut se demander si c'est représentatif de la population globale. Voilà. Si vous avez des régions inaccessibles de votre sondage, vous pouvez pas les inclure dans vos données si vous n'êtes pas allé effectuer le sondage dans ces endroits. Nous recommandons maintenant les sondages de échantillons de probabilité. Il faut avoir une estimation de probabilité, avoir une probabilité 0 et non 0
à être inclus dans le sondage. Alors, prochaine diapositive, c'est pour Yann. Merci. Oui, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Maintenant, nous allons changer un peu le sujet et parler un peu moins des systèmes et de comment recueillir les données. Maintenant, nous allons parler de comment les utiliser et interpréter ces données. Il y a un mot-clé, un mot qui est utilisé en ce moment, qui est la triangulation. C'est pas difficile comme concept. C'est à la base l'idée d'utiliser plusieurs sources de données et plusieurs points de données pour voir la vérité, d'avoir une meilleure version de la vérité, comprendre la réalité de meilleure manière. C'est un peu comme cet éléphant où tout le monde est en train de toucher une partie, mais comprend ce qu'ils sont en train de toucher de différentes manières. On peut avoir une compréhension de la couverture vaccinale et se dire que nous savons que notre programme fonctionne bien. Mais si nous sommes en train de regarder des événements de maladies qui sont qui peuvent être contrés avec des vaccins, là on voit des informations de différentes manières. Nous n'avons pas rajouté beaucoup plus sur la triangulation parce que c'est un sujet très particulier et nous avons une séance de 6 semaines sur ce concept et nous avons vu que beaucoup de personnes ont déjà posté une référence sur TechNet, la répertoire de TechNet sur des ressources de triangulation et nous pouvons en poster davantage de ressources aussi. Mais c'est à la base la capacité de pouvoir intégrer toutes ces entrées de données pour répondre à toutes vos questions. Prochaine diapo. Alors, une question que nous avons sur cette partie de récupération. Est-ce que je suis retournée au début ou retournée où j'étais avant? Est-ce qu'il y a un écart d'immunité dans mes enfants, etc. Quelles sont les choses que vous pourriez regarder quand vous êtes en train de vous guider à travers cette récupération? J'ai mis 7 points ici, mais il y en a plus. Mais ce sont des éléments ou des sources de données à considérer dont vous pouvez débuter. Et je pense que si les personnes vont débuter un projet, vous allez vouloir intégrer l'utilisation des données pour votre projet. Vous pouvez utiliser cette liste aussi. D'abord, c'est la capacité et l'utilisation des ressources humaines. Nous savons que vaccination contre le COVID-19 utilise beaucoup de ressources humaines et du temps. Si vous pouvez déjà visualiser ou trouver ou surveiller où vous avez des personnes qui peuvent administrer des vaccins ou des travailleurs en soins de santé, ces ressources, si vous pouvez voir où se trouvent ces sources, déjà ce serait bien, c'est de pouvoir qualifier le nombre de travailleurs en soins de santé par 100 000 personnes. C'est un bon indicateur. Quelque chose que beaucoup de personnes font déjà, c'est de faire des séances d'engagement. Nous savons que l'engagement a été supprimé, annulé pendant la quarantaine, mais c'est très important pour pouvoir trouver des communautés à distance ou à manque d'accès. C'est très important de le faire maintenant. De regarder aussi combien de données sociales sont disponibles. Je pense qu'il y a un webinaire sur Boost et Carolina en a parlé des questions qui ont été inclus dans ce service, mais de comprendre le comportement et comment le comportement des personnes ont changé pendant la pandémie. La prochaine partie sera les numérateurs. Nous savons que les dénominateurs ne sont pas bons. Il y a beaucoup de personnes qui demandent comment trouver le bon dénominateur pour estimer la population. Mais comme Carolina a expliqué, au niveau local, dans les communes des régions
dans les établissements de santé, ça veut dire que les personnes ne sont pas en train de chercher les soins de santé là où ils habitent. Alors, c'est très difficile de pouvoir mettre en place un système où il y a le dénominateur et le numérateur qui correspondent, mais de regarder plus étroitement les numérateurs. Nous regardons les performants, les indicateurs au niveau global, hein, et nous avons vu que les numéros du vaccination zéro dose a augmenté pendant la pandémie du Covid, mais si nous comparons les nombres de vaccins qui sont administrés mois par mois et année par année, et si nous pouvons le comparer avec les années avant le Covid, nous pouvons voir si nous sommes de retour comme nous étions avant ou c'est une situation encore pire. Et les données des sondages, nous pensons que ces données sont sous-utilisées. Les gens parlent du pourcentage de couverture depuis les sondages qui est estimé. Mais il y a des autres informations très intéressantes pendant ces sondages et il y a des cours de formation, des cours au niveau master pour conceptualiser et visualiser ces données, à les utiliser de manière plus efficace. Et par exemple, ces données sur les personnes à zéro dose, les enfants vaccinés à zéro dose. La couverture. Et il faut regarder à la couverture, mais pas seulement les cohortes actuelles, parce que si vous êtes en train de mesurer la couverture, mais vraiment combien d'enfants dans le cohorte sont immunisés. Mais regardez aussi les années précédentes où vous avez aussi peut-être raté quelques personnes et comment récupérer et vacciner toutes les personnes qui ont peut-être 2-3 ans maintenant, qui ont peut-être raté leur opportunité de se faire vacciner avec les vaccins qui sauvent des vies. Et regardez aussi l'approvisionnement et les cas du VPD, la rougeole, le polio et des autres maladies qui sont au retour. Il faut regarder de manière critique et étroite ces resurgences et essayer de identifier les épidémies à large échelle pour comprendre comment les programmes vaccinaux sont vraiment en train de performer. Il y avait beaucoup de gens qui ont demandé sur la santé digitale et l'innovation ou les interventions électroniques. Il y a beaucoup d'outils qui sont sortis. Nous avons parlé des répertoires de santé digitale qui sont très impressionnants. Nous voyons les données sur un enfant et d'avoir les informations sur toute leur vaccination et les bénéfices que ça peut rendre à nos programmes. Mais il faut aussi regarder les ressources du système. Il y a des personnes qui ont mentionné dans le chat de penser aux ressources nécessaires pour intégrer ces répertoires dans le système et de s'assurer que c'est utilisé à 100% du temps, que tous les enfants qui ont contact avec le secteur de santé sont enregistrés dans ces répertoires et que nous pouvons surveiller chaque enfant et leur vaccin n'importe où qui sont vaccinés. Ça, c'est très difficile parce que ça implique une infrastructure avec des tablettes et des téléphones, mais aussi des problèmes gouvernementaux et des questions de sécurité de données et de données personnelles est quelque chose qui est très important en ce moment pour le vaccin, pour l'enregistrement des vaccins contre le Covid-19. Vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir un répertoire des travailleurs en soins de santé? Il faut suivre leur statut vaccinal, pas seulement pour le Covid, mais aussi pour la grippe ou les autres vaccins plus tard. Et je pense que Laura
elle peut vous en parler, mais il faut aussi en penser des problématiques de gouvernance, de la sécurité des données privées et les travailleurs en soins de santé qui se demandent pourquoi est-ce obligatoire, pourquoi c'est enregistré dans un répertoire, est-ce que ça va être, est-ce que je vais être mal vu si je suis pas vacciné contre quelques maladies, etc. Alors il y a beaucoup de questions un peu problématiques et difficiles et compliquées. Alors ici à gauche, j'ai juste mis les bases sur l'innovation dans la santé. C'est juste avoir un système d'information de santé en routine, un système de gestion logistique, d'avoir tous vos données de santé au niveau national et un système de rapportage. Et puis la logistique, les ressources humaines, les ressources financières, de pouvoir surveiller d'une meilleure manière et d'avoir ça au niveau service, c'est très utile et c'est juste la base de l'avoir disponible. À mettre des établissements de santé, de pouvoir suivre pas seulement les travailleurs en soins de santé, mais aussi les établissements. C'est plus difficile que ça paraît. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont une base de données maître. Et puis un tableau de bord. Ça remet et regroupe tous ensemble pour avoir une vision plus élargie. Et dès que vous avez les basiques, ces choses de base, c'est très important pour utiliser le EIR ou un système de surveillance basé sur les cas ou l'utilisation de GIS pour les estimations et l'intégration laboratoire, ou même de faire d'être à l'écoute socialement, d'interagir avec les médias sociaux sur le sujet des vaccins. À droite, je vous montre le Gavi 5.0 priorité d'investissement. Ce sont des éléments où des pays gavilogiques peuvent aussi demander des investissements. Il y a aussi le DICE, c'est un mécanisme de coordination entre des pays qui ont besoin d'avoir un accès au système informatique. Prochaine diapo. Oui, finalement, la concentration zéro dose, pour renforcer ce message, juste pour dire, c'est sur l'objectif en fait de la concentration des personnes vaccinées à zéro dose. La concentration, c'est de laisser personne derrière. Il y a l'objectif et aussi la manière de mesurer. C'est par rapport à la manque de diphtérie, tétanus et pertussis. Et ça, c'est une grande manque en ce moment. Les enfants qui n'ont pas le DTC, la vaccination DTC, n'ont même pas de carte, alors c'est très difficile à identifier. Alors de faire l'identification dans ce cercle, nous avons parlé de ce cercle d'identifier, atteindre, mesurer et surveiller et plaidoyer. Il faut penser de manière un peu plus élargie. J'ai mis dans le cercle autour des questions secondaires. Après avoir identifié, il faut se demander qui sont ces enfants qui sont à zéro dose de vaccin, où se trouvent ces enfants et ce qui est le plus important, pourquoi ces enfants se trouvent sans vaccin ou sans immunisation. Parce que ces données sont très, très importantes. Alors, après avoir identifié les enfants, j'ai rajouté pour atteindre, c'est comment atteindre et faire en sorte que leur couverture soit durable. Et de temps en temps, il faut mesurer et surveiller. Est-ce que c'est en train d'aller dans le bon sens ou le mauvais sens? Voilà. Prochaine diapo. Prochaine clic, pardon.
J'ai mis des autres choses à l'extérieur du cercle, ça devient complexe, je sais. Mais c'est où les données peuvent vous aider à répondre à ces questions. C'est aussi voir la capacité d'un établissement, de votre système, d'utiliser ces données, de vraiment réfléchir de manière critique et d'utiliser toutes les données ensemble pour voir une vue globale, euh, une vue de triangulation en soi. Prochain clic. L'investissement dans vos HMIS, dans vos sondages et vos dénominateurs vont être utilisés dans ces parties de mesure et de surveillance. Ça vous donne des idées sur la partie blanche. Et ça peut lister des raisons pour la non-vaccination, en fait. Les GIS ou le système d'information géographique, analyse de cause racine, ce qui est une méthode analytique, le BESD et ces comportements et demandes sociales, les LIMS, la surveillance en temps réel, tout ça peut vous aider à utiliser en fait l'analyse de cause racine quand nous savons où sont les enfants, qui sont les enfants et pourquoi ils sont pas vaccinés. Maintenant, nous pouvons répondre à ces raisons et corriger par rapport à ces informations. Et finalement, des tableaux de bord et des tableaux de résultats. Alors, prochaine diapo. Ah oui, la question à la fin, c'est comment est-ce que vous mettez toute la preuve et toutes les données ensemble pour mettre en place une organisation et de la micro-organisation. C'est pas juste de produire beaucoup de données et de montrer que vous avez produit beaucoup de données, mais c'est de vraiment l'appliquer à une organisation au niveau micro. Il y a des gens qui me disent que la diapo est encore coincée. Je vais recommencer. D'accord. Et désolé que vous n'avez pas vu toute la diapositive parce que je l'ai montrée en étapes. Maintenant, dans cette vue, juste pour résumer, cette diapositive vous montre comment nous pouvons soutenir ce cadre IRMA, avec une meilleure utilisation de données. Et pour ce faire, je pose des questions intermédiaires autour du cercle. Alors, la prochaine diapositive est un sondage avec 3 questions que nous avons déjà vues. Nous allons maintenant lancer le sondage. Juste à noter, il faut répondre à toutes les 3 questions en même temps. Nous allons vous donner 30 secondes et puis après, nous allons lire les réponses. Alors, les questions sont, pendant que vous êtes en train de répondre à ces questions, est-ce que vos pays a des systèmes d'information suffisants en place pour faire face à ces défis? Est-ce que votre effectif en soins de santé dans votre pays a une capacité d'utiliser les données de manière utile? Et numéro 3, est-ce que c'est clair depuis les données qui sont les communautés dans votre pays qui sont sous-servies, servies de manière insuffisante? À peu près la moitié des personnes ont répondu et les scores ne changent pas beaucoup. Alors, première question, est-ce que vous pensez que vous avez des systèmes d'information suffisants? Et il y a beaucoup de vous, presque 40% qui disent oui.
Mais il y a 20% qui disent qu'il faut avoir une amélioration et il y a pas mal de vous qui pensez que vos systèmes d'information sont pas du tout adéquats. Deuxième question, c'est sur la capacité de votre effectif de santé et c'est très intéressant. Nous voyons qu'il y a 40% de vous qui pensaient que oui, vous avez des personnels bien formés. Il y a 40% qui disent que peut-être vous avez besoin d'un peu plus de formation. Et malheureusement, il y a 19% qui pensent que vous n'avez pas les capacités, il n'y a pas assez de formation. Ni de capacité de connaissance. Numéro 3, les données indiquent clairement qui sont les communautés mal desservies dans votre pays. Vous êtes à 37% qui disent oui, 40% qui disent à peu près et 20% qui disent non, pas du tout. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup plus de données disponibles de beaucoup de différentes ressources, plus que vous n'aurez pensé, mais c'est quelque chose qui est un travail en continu de pouvoir chercher et trouver et identifier des communautés mal desservies en termes de couverture vaccinale. OK, nous pouvons maintenant clôturer le sondage. Je pense que c'était tout, mais prochaine diapositive. Très bien. Nous sommes à la partie questions et réponses. Désolée d'avoir parlé trop longtemps, mais je pense que maintenant nous sommes ouverts à vos questions et vos réponses. Vous allez nous aider, Laura et Jenna et Alice, avec les questions. Oui, nous avons reçu plusieurs questions à travers le chat. Veuillez et n'hésitez pas à partager vos questions, à les poser à travers le chat. Je pense que Laura va vous lire les questions que nous avons reçues jusqu'ici. Merci Lise. Et merci beaucoup à Yann et Carolina. Je pense que beaucoup de personnes appréciaient beaucoup cette présentation. Et je pense qu'il y avait beaucoup de questions aussi. Et les questions sont déjà arrivées en parlant des répertoires. Alors, sur à quel stade devrait un pays changer des enregistrements ou un répertoire sur forme papier pour faire la transition vers un répertoire digital ou informatique? Il y a plusieurs différentes impacts ou raisons, mais il faut savoir la gouvernance. Est-ce que j'ai des règlements ou des mécanismes pour protéger les données des personnes dans le répertoire, pour protéger la sécurité de ces données et considérer, est-ce que je vais pouvoir considérer la vie privée de ces personnes? Parce que nous allons avoir dans ce répertoire date de naissance, adresse, ses parents, tout ça. Alors, la gouvernance est très, très importante à mettre en place. Et pour ça, je pense que les pays sont en train de évoluer et de progresser vers des stratégies de santé électronique et des dossiers médicaux électroniques, mais pas seulement d'avoir l'outil mis en place, mais aussi de pouvoir répondre aux questions. Il faut avoir la connectivité, il faut avoir les outils, il faut avoir accès aux tablettes. Est-ce que j'ai tous les outils? Est-ce que je peux l'avoir sur euh, des smartphones, est-ce que c'est quelque chose qui va être disponible pour tout le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui applique et est vraiment suffisant, approprié par votre pays, votre communauté? Et il faut s'assurer que aussi vous ne soyez pas trop dépendant non plus. Si vous voulez faire un petit changement, vous ne soyez pas trop dépendant sur le prestataire du service non plus. Aussi, il faut avoir assez de personnes pour rentrer les données. Est-ce que dans votre pays, dans votre contexte, est-ce que vous allez avoir, est-ce que rentrer les données prend tellement de temps que vous avez besoin de embaucher
des personnes davantage pour entrer les données ou c'est un travailleur en soins de santé qui va être chargé de faire ça et ne peut faire rien d'autre. Et aussi au CDC, nous avons aussi des domaines qui sont divisés et vous pouvez regarder chaque élément dans votre contexte pour que quand vous décidez de mettre en place un répertoire électronique, que vous êtes bien, vous avez bien fait les bases. Et cet outil, je pense, Yann l'a mis en place. Ça a été utilisé, appliqué aux régions Yao, dans la Méditerranée de l'Est. Ils ont utilisé cet outil avant la pandémie, sont familiarisés avec l'outil pour avoir en fait de l'aide à savoir s'ils étaient même prêts. Et puis après, il y a des lignes directrices, des guides PARO, que je vais mettre dans un lien dans le chat pour regarder. Si je peux rajouter aussi, la première chose, c'est que quand les pays transitionnent vers un système de répertoire électronique, ils pensent que c'était en papier et maintenant c'est à 100% informatique. Je voudrais souligner que vous avez toujours besoin des formats en papier, des dossiers de vaccination, nous ne recommandons pas de les supprimer. Il faut avoir l'outil en forme papier. Aussi, il y a des répertoires, des livrets qui sont disponibles dans des établissements de soins de santé. Alors, il y a des personnes qui sont pas prêtes à lâcher en fait ce système. Alors, vous allez avoir la base en format papier, mais vous allez aussi rentrer ces données dans un répertoire électronique. Mais juste pour en parler de savoir quand vous êtes prêts, parce que pendant la pandémie, nous avons vu beaucoup plus de une augmentation importante de répertoires électroniques pour en mettre des documents vaccinaux. Et nous avons vu aussi que la volume était incroyable et que c'était pas possible de les maintenir. Et il y a au moins 30 pays qui ont un système hybride avec un répertoire en papier et un répertoire en forme électronique, ce qui est un peu problématique parce que ça veut dire que c'est un peu à moitié et ça ne peut pas être intégré. Et il faut savoir si le pays en question peut faire le travail de maintenance sur le répertoire électronique de manière durable parce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place sur le long terme. Et votre réponse a touché sur la question, mais la question est par rapport à quel matériel quels matériaux en fait sont nécessaires pour mettre en place ce répertoire électronique et comment en fait comment vous pouvez protéger les données de santé personnelle dans ces répertoires. Ça dépend des répertoires. Il y a des répertoires que maintenant sont disponibles dans des tablettes et qui peuvent être rentrés dans n'importe quel outil électronique. Ça dépend de votre outil et il faut avoir des identifiants et des mots de passe et des systèmes de protection de la vie privée des personnes qui utilisent le répertoire. Et il faut aussi bien former l'effectif, le personnel, pour qu'ils sachent que ces informations sont gardées seulement pour la santé et pas pour autre utilisation. Et puis, il faut mettre en place des mécanismes pour surveiller, pour s'assurer que tout marche bien, qu'il n'y a pas des copies. Il y avait des gens qui demandaient s'il y a des fonctionnalités hors ligne pour les télécharger, imprimer. Ça va être peut-être nécessaire pour télécharger, rafraîchir la base de données le week-end ou la nuit. Et il va falloir pouvoir regarder les informations. Si j'ai quelqu'un devant moi, il faut que je cherche cette personne dans mon répertoire, identifier la personne et rajouter le vaccin qui a été administré et ne pas enregistrer cette personne dans le répertoire 2 fois. Alors, juste pouvoir chercher ces données, de faire la recherche, ça dépend en fait de votre système, mais ça peut prendre du temps. Il y a aussi une discussion
sur est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des ordinateurs au niveau, au point de service, ou est-ce que ça peut être fait au niveau des districts? Mais il y a des personnes qui se disent, nous allons pas essayer d'avoir un appareil, même pas une tablette ou un téléphone au niveau du point de service. Ça va être fait seulement au niveau régional ou au niveau district. Ça, c'est toujours très, très difficile, même en les mettant sur papier et puis à les rentrer plus tard. Ça a toujours été très, très difficile, que ce soit par scan ou par enregistrement fait plus tard. Et ce que j'ai vu, c'est que les interventions les plus réussies sont enregistrées dans des données qui sont disponibles sur un outil, que ce soit une tablette ou un smartphone, disponible au point de service, c'est-à-dire à l'établissement de soins de santé. C'est très difficile et complexe parce qu'il y a beaucoup de ces projets qui sont pas faits de manière à 100% professionnelle. Et il faut savoir que chaque outil informatique est ouvert aux hackers. Est-ce qu'on peut vraiment protéger chaque outil électronique contre mes usages? C'est très difficile de dire ça parce qu'il y a beaucoup de pays qui décident de faire ces projets, n'ont pas des règlements, pas la gouvernance pour protéger de manière sécure, n'ont pas la sécurité pour protéger ces systèmes et ils se lancent quand même. Et même dans des pays où ils ont la gouvernance et surveillance, ils sont quand même ouverts à l'abus. Et ce n'est pas différent parce que il y a la formation qui est disponible dans des formats papier, dans des livres, dans un établissement. Et ça, c'est vrai, c'est aussi pas nécessairement très sécure. Alors, la possibilité de mésusage ne peut pas être exclue à 100%. Ça peut être, nous pouvons prévenir contre cette possibilité en mettant en place des bonnes étapes, mais rien n'est à 100% sécure. Et oui, la gouvernance, c'est un aspect clé et très important à considérer. Samir, est-ce que vous voudriez poser des questions? Oui, je voudrais en fait parler d'un autre sujet sur les sondages dont Caroline a parlé. La question est pourquoi est-ce que nous regardons les enfants de entre 24 à 35 mois si la plupart des vaccins sont donnés avant 23 mois? OK, avec des sondages, nous pouvons regarder des différents groupes d'âge. Si vous avez des groupes avec des vaccins recommandés à l'âge de 18 mois, vous regardez les enfants qui ont eu l'opportunité de se faire vacciner et les autres enfants qui ont été vaccinés un peu plus tard. Alors, il y a une sorte de plage pour regarder. Alors, par exemple, avec le DTC et le booster DTC. Alors aussi, maintenant, nous sommes en train de parler avec la pandémie. Les enfants, si nous ne sommes pas en train de faire la vaccination de rattrapage, ce n'est pas juste, c'est mieux de vacciner un enfant tard que de ne pas vacciner un enfant contre tétanus, polio, tuberculose. Alors, si vous regardez aussi les enfants plus vieux, vous pouvez regarder les politiques de rattrapage et voir si c'est vraiment en train de marcher, de voir quand les enfants sont vaccinés, si les enfants sont à jour, par exemple, avec le DTC, parce qu'ils devraient, s'ils ne sont pas à jour, ils devraient être mis à jour par rapport au vaccin de rattrapage. Je ne sais pas si vous avez vu les recommandations de l'OMS sur les vaccinations de rattrapage et particulièrement si vous avez une carte, vous allez pouvoir voir l'administration de rattrapage qui aurait pu être fait plus tard. Et là, vous allez pouvoir aussi les doses manquantes. Merci Carolina. Et juste en restant sur le sujet des sondages, il y avait une question par rapport à comment valider les vaccins administrés. Quelqu'un demandait la question par rapport
à la méthode traditionnelle. Si ce n'est pas documenté, ce n'est pas fait, ce n'est pas administré, mais si c'est documenté sur une carte, alors c'est administré. Si nous allons dans un système électronique ou un système informatique, est-ce qu'il y a une manière de valider l'administration? Je pense que nous avons le même problème dans n'importe quelle manière de documenter. Ça doit être documenté de manière où une personne peut avoir son historique de vaccination et il doit y avoir un dossier médical qui peut être vérifié au niveau de l'établissement. Alors le sondage dépend beaucoup d'avoir soit vu la carte ou d'aller à l'établissement de santé et avoir vu le dossier médical. Mais si le travailleur en soins de santé a oublié de enregistrer l'administration du vaccin ou ça n'a pas été enregistré pour une raison X, nous n'avons pas de manière à savoir si l'enfant a été vacciné. Il y avait une révision, une analyse sur le rappel vaccinal. Il y avait des gens qui disaient oui, mon enfant a été vacciné 3 fois, mais ça aurait pu être beaucoup plus ou beaucoup moins. Et ça, c'est un gros problème pour les sondages. Ce qui est moins pire, c'est de savoir si un enfant a été vacciné, si vous demandez à une maman si son enfant a été vacciné, elle dit oui, quelques vaccins, mais elle ne sait pas combien. Vous savez au moins que cet enfant n'est pas un enfant à vaccin de 0 dose. Et encore, même avec les répertoires, si vous ne rentrez pas les données, la date dans le répertoire, ou si vous mettez le mauvais nom, genre c'est mal écrit, il y a Caroline et Carolina, nous avons 2 personnes avec des vaccinations incomplètes, incomplètes, sauf que c'est la même personne, c'est juste un dossier qui a été dédoublé. Et il faut avoir en fait un contrôle contre le dédoublement. Et il faut toujours vérifier s'il y avait 2 dossiers qui étaient créés pour la même personne, il faut pouvoir les intégrer ou vérifier que ce sont 2 différentes personnes. Et tout ça, ça dépend de comment vous êtes en train de enregistrer et de rentrer les données. Si c'est pour ça que ça doit être sur une carte vaccinale à l'établissement de santé et dans un répertoire. Je pense que c'est une question philosophique. Est-ce que une vaccination non documentée aussi mal que une personne non vaccinée? Et par rapport à l'enfant, non. Mais comme il faut venir finaliser ou faire un suivi sur la vaccination et s'il y a une 3e dose qui n'a pas été documentée, le résultat, c'est que la prochaine fois que vous revenez, vous faites revacciner une 3e fois et vous n'aviez pas besoin. Mais c'est très intéressant avec cette difficulté avec l'enregistrement des vaccins par rapport à la mémoire. Est-ce que la personne peut rappeler combien de vaccins son enfant a déjà eu? Et de pouvoir en fait faire un sondage de 3 à 5 ans. Il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas dire ce qui s'est passé il y a 3 ans, il y a 2 ans avec leur enfant, quel vaccin, combien de vaccins. Alors il faut penser au parcours de vie et l'étendue en fait de, de cet effet. Et je pense qu'il faut changer cette culture avec les enfants, avec les bébés, où vous avez une carte vaccinale que vous gardez pendant 1 an et puis vous jetez. Il y a aussi cette demande maintenant dans beaucoup de cultures d'avoir un enregistrement où je peux vérifier si un enfant a été vacciné pour pouvoir rentrer à l'école, pour pouvoir répondre au sondage, etc. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut arrêter là. Si nous pouvons repartager les diapositives, s'il vous plaît, pour les questions dont nous n'avons pas
pu répondre, nous allons répondre hors ligne et partager un document questions et réponses la semaine prochaine où nous allons adresser toutes les questions posées. Et merci beaucoup à nos animateurs de la séance pour vos présentations et vos réponses aux questions. Juste à noter que cette question de réflexion va être postée dans le forum d'apprentissage dans la communauté Boost. La question est où sont les écarts des données, la disponibilité, la qualité, la transformation des données dans des réflexions ou la capacité de motivation et la capacité de agir. Alors la semaine prochaine, nous allons parler de le renforcement de l'élimination en routine. Et ici, vous allez voir des séances prochaines. Nous sommes à la moitié de toutes nos séances. Nous allons poster le gabarit à notre groupe et regardez cette semaine. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de retour, alors le sondage de retour à la fin de cette séance qui va être posté aussi dans notre groupe, où vous pouvez ainsi trouver des enregistrements, les PowerPoint et les autres ressources présentées aujourd'hui. Nous allons aussi vous envoyer des rappels et des notifications par rapport aux prochaines séances. Si vous assistez à toutes les séances et vous répondez au sondage à la fin de chaque séance, vous allez recevoir un certificat d'assistance à la fin de ce mois-ci. Je voulais aussi vous partager des événements dans la communauté Boost. Nous avons des événements début de la semaine prochaine et fin de cette semaine. N'oubliez pas de regarder le calendrier dans le forum de la communauté Boost. Mon collègue est en train de partager le lien dans le chat et nous allons aussi partager tous ces liens dans le mail post-séance. Je voudrais maintenant remercier tous les présentateurs et les participants. Nous attendons de vous engager dans une discussion sur la plateforme de la communauté Boost et à la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde.